Bonjour, aujourd'hui on va voir le théorème de Bauer-Feick. C'est dans l'esprit de la leçon 153, l'agrégation externe, où on va dire qu'on regarde des approximations de valeurs propres, de vecteurs propres, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu toute cette théorie de la réduction, mais sous un angle appliqué, ce qui n'est pas toute la leçon, mais quand même une petite partie de la leçon si on doit regarder le rapport du jury. Alors là, il y a ce théorème de Bauer-Feick, regardez, on part d'une matrice diagonalisable. Alors, la matrice, on la suppose exacte, hein, on va la supposer exacte, mais on a dans cette matrice, elle est diagonalisable, elle est dans la Mn2C, hein, et on a une valeur propre et un vecteur propre, alors approchés. Par exemple, une valeur propre et un vecteur propre qu'on a obtenu avec la méthode des puissances. Hein, c'est toujours des choses assez approchées. Et on veut se rassurer que la valeur propre approchée n'est justement pas trop loin de lambda et avoir une borne pour le min de lambda, c'est-à-dire que dans un sens, lambda A va s'approcher d'une certaine valeur propre de A. Donc là, c'est le sens de ce min de module de lambda moins lambda A. A comme approché, évidemment. Hein, d'accord. Donc en gros, il y a deux choses. Hein. On a d'une part lambda A qui s'approche d'une certaine valeur propre, pas de toutes évidemment, et cette valeur propre, on veut savoir à quel point elle s'en approche. Et bon, voilà l'idée. Donc, on va quand même supposer que lambda A n'appartient pas au spectre, c'est-à-dire c'est une vraie approximation, c'est pas dans le spectre. Et on va poser R, le vecteur A, fois le vecteur propre approché VA, moins lambda A VA. Voilà. Alors, dans le théorème de Bauer-Feick, on travaille avec la norme P. Donc la norme P, d'abord sur les vecteurs, vous connaissez, hein, c'est la racine pim de la somme des modules de xi puissance p. Quand x c'est un vecteur de c puissance n, d'accord, et xi ce sont ses coordonnées complexes. Bien. On va prendre sur les matrices la norme P, la norme subordonnée à cette norme. Je la note pareil, d'accord? Je la note pareil, vous allez voir pourquoi après. Mais bon, généralement, j'aurais dû la noter avec 3 barres si on doit suivre des conventions. Mais bon, dans le contexte, on comprendra. Et le théorème de Bauer-Feick, il dit que ce min que l'on cherche est inférieur à une certaine constante qui, elle, bon, c'est une constante, hein, elle ne dépend que de la matrice de passage P, vous allez voir, hein, ici. Donc Kp de P fois la norme de R sur la norme de V1. Voilà, la norme P, la norme qu'on a choisie sur les vecteurs. Voilà, bon, alors vous allez voir, c'est pas difficile, hein, après bon, à la fin, je mettrai une petite critique quand même sur le théorème, mais bon, ok. Regardez, vous partez du fait que lambda A n'est pas dans le spectre de A, donc ça s'interprète en disant que R, c'est l'image de VA par grand A moins lambda A identité, qui est inversible, d'accord, d'après l'hypothèse. Donc, ça veut dire que VA, c'est A moins lambda A identité puissance moins 1 appliqué à R. Bon, ça c'est clair. Maintenant, je dis que A, c'est P dP-1. Je sors P à gauche et P-1 à droite. Alors faites attention parce qu'en fait, il y a une double inversion qui fait que on retrouve ici, parce que c'est P-1 moins 1 qui va se retrouver à gauche et P-1 qui va se retrouver à droite. Regardez ça, hein, c'est assez amusant. Et vous avez ici P D moins lambda A identité moins 1, P moins 1, toujours appliqué à R. Bon, ça c'est clair. Maintenant, je vais prendre la norme ici du vecteur VA. Donc j'ai la norme
la norme P, hein, de tout ça. Bon, pas de surprise. Là, je vais utiliser la propriété des normes subordonnées. Donc, ça va être inférieur à la norme subordonnée appliquée à cette grosse matrice fois la norme tout court appliquée à R. Bon, ça c'est un classique. Maintenant, il faut que je me débarrasse de ce P, P-1, d'accord? Mais ça, c'est la conjugaison. Si on doit appeler la conjugaison par P, donc conj indice P, l'endomorphisme de Mn2C dans Mn2C qui a M donne P, M, P-1, donc c'est bien un endomorphisme, c'est même un automorphisme. Eh bien, regardez, alors là, c'est la partie, rions un peu, la partie cocasse, c'est que je vais regarder la norme P sur les endomorphismes de Mn2C subordonnée à la norme de Mn2C qui est déjà une norme subordonnée. En fait, ces gens sont irrécupérables. Okay, donc, si vous voulez, si on devait le définir, la norme d'un endomorphisme, donc par exemple celui-ci, c'est le max des normes de l'endomorphisme appliqué à une matrice quand cette matrice est de norme inférieure à 1. Mais, regardez, inférieur ou égal à 1, évidemment. Mais regardez, c'est la définition de la norme subordonnée. Donc c'est une norme subordonnée à une norme subordonnée. Donc en toute logique, je devrais l'écrire avec 4 barres cette fois-ci. Apprendre à compter les barres. Hein. Vous avez une barre pour lui, 2 barres pour lui, normalement 3 barres pour lui, et donc 4 barres pour lui. Est-ce que vous avez déjà, dans votre vie, utilisé des normes subordonnées à des normes subordonnées? Ça n'arrive pas tous les jours, il faut en profiter. C'est triste pour eux d'ailleurs. Donc, maintenant, j'appelle Kp de grand P, la norme, normalement, la norme avec 4 barres de conj P, ici, ce qui me fait que, maintenant, ma norme de VA est inférieure, par définition de la norme subordonnée, à Kp de P, appliquée à la matrice D moins lambda A in moins 1 indice P, et toujours fois RP. Donc vous voyez que ici, normalement, il devrait y avoir 4 barres, ici 3 barres, et ici 2 barres. Voilà. Ok, allez, fini de rigoler. Maintenant, je veux calculer ceci. D'accord? Cette norme subordonnée de D moins lambda A, identité puissance moins 1. Donc, ça veut dire que, par définition, il faut que je parte d'un vecteur de norme inférieure ou égale à 1. Et maintenant, je dois regarder la norme du vecteur suivant, D moins lambda A, identité puissance moins 1, appliquée en X. Voilà. Alors, je vais le regarder à la puissance P pour éliminer les racines païennes ici. C'est plus simple. Et puisque la matrice D, elle est constituée des vecteurs propres, elle est diagonale constituée des vecteurs propres ici, eh bien je vais avoir les vecteurs propres lambda moins lambda A puissance moins 1, xi. Ça va être ça mon vecteur. Donc quand je vais prendre sa norme P puissance P, je vais avoir la somme des modules de lambda moins lambda A, puissance moins 1, mais puissance P, donc puissance moins P, fois xi en module puissance P. Donc comme j'ai mis à la puissance P, j'ai appliqué cette formule-là, et donc j'ai ça à la puissance P. Hein, d'accord, donc c'est bien ça. Maintenant, du coup, ceci, eh bien, je vais le majorer par, ici, je vais sortir ça, mais comme c'est puissance moins P, je vais le majorer par 1 sur le minorant de lambda moins lambda A puissance P. Ici, je prends la racine Pim, ça me fait disparaître mon puissance P. Il me reste, quand j'ai majoré, il me reste une somme des xi puissance P, mais ça, c'est la norme de x à la puissance P.
Donc quand j'ai pris la racine PIM, j'ai plus que la norme de x indice P. Voilà. Donc là maintenant, ça c'est inférieur à 1. Donc bilan des courses, j'ai que cette norme subordonnée est inférieure à ça. D'accord? Donc je peux majorer par 1 sur min de lambda moins lambda A quand lambda décrit le spectre de A. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je regarde cette inégalité, je prends min de lambda moins lambda A que je passe de ce côté-là, et par contre, la norme de VA, je la divise, et ça me donne exactement cette jolie inégalité, d'accord, qui fait que je vais pouvoir, avec des objets que je possède A, je possède VA, je possède lambda A, je vais pouvoir calculer ceci. Le problème, c'est que je vois que c'est lipschitzien, ça R tend vers 0, d'accord? Donc ça c'est une forme de continuité que l'on voit apparaître, mais comme elle est diagonalisable, il y a un comportement lipschitzien. Avec la constante de Lipschitz, je n'ai pas vraiment la main sur cette matrice P, puisque ça c'est la matrice, finalement, ça revient à avoir la matrice des vecteurs propres. Et ça, je ne l'ai pas. Donc j'ai une approximation de ça. Je n'ai qu'une approximation de ça. D'accord? A priori, si j'ai fait ma méthode des puissances avec déflation, etc., et que j'ai une matrice P approchée comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça le défaut de ce théorème d'un point de vue pratique. Mais il nous donne un comportement lipschitzien quand A est diagonalisable. Et je rappelle que dans une vidéo, j'ai donné 10 critères de diagonalisabilité et que parmi ceux-là, le caractère lipschitzien justement de ce comportement des valeurs propres, par continuité, caractérisait le côté diagonalisable. C'est-à-dire que quand c'est pas diagonalisable, on a toujours une continuité du spectre, d'accord? C'est-à-dire que quand on s'approche de la matrice, le spectre, d'accord, de la matrice déformée se rapproche du spectre de la matrice, donc on a un comportement de continuité, mais en revanche, ce comportement-là n'est pas lipschitzien. Il est lipschitzien si et seulement si la matrice est diagonalisable. Et je remercie Toto au carré de m'avoir envoyé un commentaire très éclairant sur le sujet avec un lien qui amenait à ces théories-là, que je vais mettre en commentaire d'ailleurs parce que ça peut servir à tout le monde. Voilà, allez, on s'arrête.